Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert, Média. Avec vous sur Sud Radio pour commenter l'actualité à partir de 11h. On viendra sur les déclarations d'Emmanuel Macron à propos de l'immigration. On en a un petit peu parlé hier, mais on va en reparler aujourd'hui à propos de l'aide médicale pour les étrangers que le gouvernement souhaite réformer. On parlera également du prix de l'essence, 0826 300 300. Nos portables nous espionnent-ils? Servent-ils à espionner notre vie privée? Pour en parler, Jacques Hainaut, journaliste spécialiste de l'usage des écrans. Bonjour, vous avez publié Silicon Valley, Predator Valley, comment Apple, Facebook, Google et les autres s'emparent de nos données. C'est paru aux éditions Télémac. Et Gilbert Kallenborn, vous êtes journaliste à 01.net, vous êtes spécialiste en cybersécurité. On a eu envie de traiter ce sujet puisqu'il y a eu une série d'articles à la rentrée qui nous ont appris, c'est un fait, qui nous ont appris que Apple avait espionné un certain nombre d'utilisateurs de ses téléphones. Apple s'est même excusé, j'ai vu ça, d'avoir fait ça. Donc, je vous pose la question clairement, est-ce que nos téléphones nous espionnent? Alors, ça dépend de qui on parle. Gilbert Kallenborn, pardon. 01net.com. Oui. Et alors, ça dépend de qui on parle, en fait, qui espionne qui. Il y a beaucoup d'espionnage. Mais nous, on va parler des particuliers, de mon portable qui est posé sur la table. Par espionner, parce qu'effectivement... Alors, c'est quoi? Vous avez plusieurs possibilités. Alors, on peut parler de plusieurs choses. Vous avez d'abord le fait que vous activez parfois votre assistant vocal, comme Siri, sur votre iPhone, Google, etc., sur votre Samsung. Donc, est-ce qu'ils vous espionnent? Oui et non. Ils sont toujours en train oui ou c'est non. Non, c'est oui et non. Non, c'est pas. On peut parfois, il y a des choses qui sont pas si simples que ça. On peut pas trancher comme ça, vous savez. Il faut parfois faire un peu la part des choses. Donc oui et non, parce que oui, votre téléphone vous écoute tout le temps, parce qu'il doit, par exemple, sur votre smartphone, attendre que vous disiez Siri, etc. Après, en fait, il envoie, une fois que vous l'avez activé, vous avez activé votre assistant vocal comme Siri, il va envoyer des serveurs d'Apple, puisqu'on on parle des iPhones, lorsqu'on parle de Siri, il va envoyer sur les serveurs d'Apple ce que vous lui dites. Par exemple, Siri, quel temps il va faire demain, etc. Donc ça, il va l'envoyer, il est obligé de l'envoyer au serveur d'Apple. C'est anonymisé, c'est-à-dire qu'il y a un identifiant qui est à donner à cette conversation, un identifiant qui est randomisé, c'est-à-dire qu'il est fait au hasard. Donc normalement, on ne peut pas savoir que c'est vous qui... c'est pas marqué, c'est Jacques Hainaut qui a dit à son smartphone, à Siri. Officiellement. Voilà. Attendez. Pas. Bon, qu'est-ce que vous en savez, vous, de l'autre côté? Je sais, mais officiellement. On peut douter. On peut toujours douter, mais bon, on peut aussi dire qu'Apple le dit que c'est la vérité. On est mais c'est pas parce qu'ils le disent que c'est faux. Mais ils avaient nos trajets, par exemple. Il faut faire confiance. Ils ont toujours, ils ont toujours les trajets. Il n'y a pas que ça. Les trajets, c'est. Voilà, ils savent. Vous voyez, quand vous faites Waze, que je reprends ma voiture, ils me mettent domicile. Non, je veux pas rentrer chez moi. Pourquoi vous me proposez ça? Ils vous disent ça peut être. Google vous dit où est-ce que vous êtes garé, où est-ce que vous avez garé votre voiture dernièrement. Vous êtes garé près de là, oui. Donc pour finissons. Donc ce sur sont Siri. Attendez, allez-y sur Siri. Allez, laissez-moi finir jusqu'au bout. Donc là, vous avez une conversation avec Siri, donc quel temps il va faire, etc. Siri vous donne la réponse après avoir consulté les ordinateurs d'Apple. Et cette conversation a été enregistrée. Elle était enregistrée. Et elle était enregistrée jusqu'à il y a quelques temps pour que plus tard, ça puisse être éventuellement écouté par des gens d'Apple ou des sous-traitants pour pouvoir améliorer la conversation. Et donc là, il y a eu effectivement, on s'est rendu compte de ça. Donc Apple a dit qu'ils avaient arrêté. Donc ils vont revoir ce qu'ils vont faire avec ça. Donc en tout cas, au niveau d'Apple, si je ne me trompe pas, pour l'instant, ces conversations ne sont plus écoutées par des humains. C'est plus possible. Ça va être à nouveau peut-être le cas dans quelques temps, mais ils ont arrêté cette procédure d'amélioration. Ils conservaient les conversations pendant des mois et des mois. Donc ça, c'est la première possibilité. C'est lorsque vous activez votre assistant vocal et vous lui demandez quelque chose. Autre possibilité, sur votre smartphone, vous mettez plein d'applications. Alors, je ne sais plus quel est le chiffre exact, mais c'est plusieurs. En moyenne, nous avons tous sur notre smartphone plusieurs dizaines d'applications. Ces applications, elles peuvent collecter énormément d'informations sur vous. Mais ce n'est pas le smartphone en lui-même qui va collecter, c'est les applications que vous installez. Et donc ça, c'est vous qui êtes... Je ne suis pas là pour dédouaner, faire confiance plus particulièrement à Apple ou à Google, peu importe. Mais c'est vous qui installez les applications et c'est vous qui êtes responsable de ce que vous donnez comme autorisation à ces applications pour collecter comme information. Ils peuvent accéder à quel est le type de
smartphone que vous utilisez, quel système d'exploitation vous utilisez, quelle version du système d'exploitation vous utilisez. Le système d'exploitation, c'est le logiciel qui régit et qui contrôle tout votre smartphone. Ils peuvent accéder à votre identifiant, à votre identifiant. Ils peuvent accéder à votre géolocalisation. Ils peuvent éventuellement accéder à vos contacts. Voilà. Et puis même, il y a des applications qui vivent de la publicité. Oui. Et pour ces publicités soient personnalisées, ces applications vont vendre votre géolocalisation à la régie publicitaire qui s'occupe de ces publicités. Qui va vous envoyer des publicités qui sont censées être personnalisées. Alors, c'est pas toujours personnalisé, etc. Dans la réalité, c'est un peu très approximatif. Ouais. Voilà, à ma connaissance, les différents types d'espionnage, entre guillemets. Voilà. Et après, si vous êtes complètement parano, on peut être aussi, vous n'êtes pas à l'abri d'avoir quelqu'un qui a installé sur votre smartphone une application destinée à vous espionner. Ça peut être de la part d'un gouvernement, ça peut être de la part de votre conjoint qui a quelques soupçons sur votre comportement, ou ça peut être de la part de, je ne sais pas, de votre belle-mère qui, je ne sais pas pourquoi, voudrait vous espionner. Alors Gilbert Kallenborn, vous êtes donc journaliste à 0.net, spécialiste en cybersécurité. Pour vous, le principal danger, c'est lequel on a entendu tout exposer, mais pour l'usager moyen? Pour l'usager moyen, c'est le ciblage publicitaire. Donc si on a envie de protéger ses données personnelles, il faut faire très attention aux applications qu'on installe et de ne pas aller sur tous les sites, sur n'importe quel site. D'utiliser par exemple aussi des bloqueurs de pub, des bloqueurs de refuser la géolocalisation, par exemple, des choses comme ça. Oui, voilà, c'est de verrouiller au maximum les données qu'on peut donner avec son smartphone. Qu'est-ce qui s'était passé avec Apple et Siri, justement ? C'est-à-dire, Apple s'est excusé, a reconnu avoir conservé des enregistrements vocaux. Apple n'est pas le seul à faire ça. Amazon le fait aussi avec Alexa. Donc, effectivement, ils enregistrent des conversations et ils les utilisent après de manière ponctuelle pour améliorer leurs algorithmes d'intelligence artificielle. Après, le problème, c'est que l'utilisateur n'a pas été averti de ça de manière correcte. C'est surtout ça le problème. Et le ciblage publicitaire, c'est pareil. C'est finalement, si on est averti, voilà, au moins, on le sait. Le problème, c'est le ciblage publicitaire qui est fait en douce. On ne sait pas vraiment qui nous regarde, aller à telle boutique, aller sur tel site, etc. Alors, je vous ai posé la question en antenne, mais je vous la repose parce qu'on a eu la discussion avec des amis pendant l'été. On a le sentiment qu'on a eu des conversations parlant, je ne sais pas, d'une marque ou de, je dis n'importe quoi, Nespresso, et que d'un seul coup, on a des publicités qu'on n'avait pas auparavant qui apparaissent sur Instagram ou sur des... Est-ce que c'est possible ou pas ? C'est-à-dire que mon portable, est-ce qu'il peut m'écouter au moment où je parle, même si je n'ai pas activé Siri ou... Techniquement, tout est possible. Techniquement, c'est parfaitement possible qu'un logiciel enregistre votre conversation, l'analyse quelque part dans le cloud, en fasse une transcription et puis après, en retour, vous balancez une pub. Mais... Personnellement, j'y crois pas parce que si vraiment ce type d'espionnage serait dévoilé, ce serait vraiment très très mauvais pour l'image de la société. Mais c'est possible, mon téléphone peut m'enregistrer. Techniquement, oui, c'est possible. On peut même déclencher la caméra et le micro à distance pour écouter ce que vous faites ou ce que vous voir ce que vous faites. Alors techniquement, c'est possible, mais encore une fois, quel est l'intérêt de le faire comme ça au hasard? Oui, bien sûr, mais il y a ciblage publicitaire. Non, publicitaire pour déclencher la vidéo. Ce serait un peu violent. Non, pas la vidéo, je parle du son. Je parle du son. Oui, non, mais il faut aussi se rendre compte qu'ils n'ont pas besoin de ça. Ils en savent suffisamment à travers tout ce que vous faites comme recherche. Il se peut très bien que si vous ayez parlé de cette marque de capsule de café, vous aviez pensé quelque temps auparavant et à ce moment-là, vous avez fait une recherche. Ou pas forcément une recherche. Vous avez peut-être fait quelque chose, une recherche sur un terme un peu similaire. Vous avez peut-être fait une recherche sur une nouvelle cafetière. Et donc, si vous voulez acheter une cafetière, c'est que vous allez devoir peut-être acheter des capsules. Donc on suppose, on ne sait pas exactement comment les algorithmes, on sait qu'est-ce qu'ils collectent comme information. Après, on ne sait pas comment tout est analysé. À partir de quoi ils vont vous dire, Tartampion, il s'intéresse aux capsules. Mais ce que je remarque, c'est que vous dites, on ne sait pas, oui et non. Il y a quand même pas mal de flou. On ne peut pas savoir parce que c'est inquiétant, non ? C'est des systèmes très complexes, donc forcément, on est obligé de faire confiance. On est là face à des boîtes noires, c'est-à-dire qu'au niveau des algorithmes, on ne sait pas exactement ce qui est. On sait ce que je veux dire lorsqu'on ne sait pas, c'est que on sait a priori quelles informations ils collectent. Ce sont d'abord sur les réseaux sociaux avec
qui sont vos amis. Donc, ils regardent ce que font vos amis. Si vos amis s'intéressent à quelque chose, il y a de fortes chances que vous aussi vous intéressez à quelque chose. C'est la théorie de la proximité. Voilà, lorsqu'on habite, c'est la même chose. Lorsqu'on habite dans un immeuble, en général, on a à peu près le même niveau de vie que les voisins. Et donc, donc là, on peut classer les gens. Donc, vos amis vous donnent des informations sur vous. Qu'est-ce que vous faites comme recherche ? Où est-ce que vous avez été ? Donc, la géolocalisation, c'est très important. Après, donc, on a toutes ces informations. Ils ont toutes ces informations. On ne sait pas exactement comment l'algorithme va pondérer toutes ces informations. Qu'est-ce qui va être le plus important ? Est-ce que c'est vos recherches sur Internet ? Est-ce que c'est plutôt ce que font vos amis ? Est-ce que c'est plutôt qu'est-ce que vous avez visité ? Quels ont été vos trajets ? Voilà. Moi, j'ai l'impression qu'avant les technologies et les portables, la vie privée était un sanctuaire. C'est-à-dire qu'on ne savait pas ce qu'on faisait, ce qu'on était, on avait une vraie liberté. Je trouve que Apple et Huawei et autres ne nous garantissent pas notre sanctuaire de vie privée. Et ça serait à eux de faire en sorte que... La vie privée, je pense que les individus sont largement responsables quand vous regardez Instagram. C'est quoi la vie privée ? Et autres, oui, c'est ça. C'est quoi, la vie privée, la définition de la vie privée, c'est de pouvoir cacher quelque chose à quelqu'un. C'est-à-dire que j'ai le droit de cacher quelque chose à ma belle-mère. Pour prendre l'exemple de la belle-mère. Voilà, c'est ce qu'on appelle la vie privée. Alors ça, effectivement, aujourd'hui, d'abord, au niveau des jeunes, ils ne savent plus ce que c'est. Lorsque ils sont sur les réseaux sociaux avec 800 amis sur Instagram, 800 followers sur Instagram, ils ne savent plus ce que c'est. Donc, il faut leur réapprendre. Est-ce que Facebook, Apple, Google en savent plus que ma belle-mère sur moi ? Très certainement. Très certainement, bien sûr. Mais ça... Normalement, on est un petit peu conscient maintenant. Il y a quand même des efforts, en particulier de ce côté-ci de l'Atlantique, pour essayer de nous faire comprendre, en particulier à travers le RGPD, le règlement sur la protection des données, qui a été introduit au niveau européen il y a quelque temps, tout ce que l'on pouvait transmettre comme information. Oui. On sait quand même qu'aujourd'hui, lorsque vous achetez une application, vous la téléchargez et qu'elle est gratuite, c'est que quelque part, c'est vous le produit. Lorsque vous utilisez un réseau social, c'est vous le produit. Vous donnez vos données, etc. Vous donnez vos informations personnelles. Donc effectivement, la vie privée, vis-à-vis de ces nouvelles technologies, elle n'existe plus. Mais on est normalement un peu conscient. Gilbert Kellenborn, est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a des choses plus sûres que d'autres ? Est-ce que Apple est plus sûr que... Est-ce que le système d'exploitation... Alors, si on compare entre Android et Apple, système d'exploitation. Voilà. Alors Apple avec son iPhone est parti avec beaucoup d'avance en termes de sécurité. Ils ont choisi en fait un écosystème assez fermé, des dispositifs assez verrouillés. Mais avec le temps, maintenant, Google, avec son système Android, commence à rattraper un petit peu le temps. Et donc maintenant, aujourd'hui, Android et iOS, ce sont des systèmes qui ont un niveau de sécurité assez équivalent. Après, il faut quand même savoir que sur Android, vous pouvez toujours installer n'importe quelle application, alors que ce n'est pas possible, par exemple, sur un iPhone. Et ça, c'est quand même... Alors, d'un côté, c'est très contraignant. D'un autre côté, c'est très sécurisant. Est-ce qu'il y a beaucoup Est-ce qu'on ne confond pas deux choses ? Il y a d'un côté la cybersécurité, c'est-à-dire la protection contre les virus, et puis la protection de la vie privée. Oui, alors, il y a deux choses. Là, on parlait... la protection de la vie privée, après, ça va plus passer par les applications, en fait. Après, vous avez aussi des stratégies différentes entre Apple et Google. Google fait de l'argent avec le ciblage publicitaire. Apple, non. Donc, Apple n'est pas intéressé, en fait, par collecter des données personnelles. Apple est surtout intéressé à vendre ses iPhones à plus de 1 000 euros. Et à vendre des abonnements à ses services. D'accord, mais il y a quand même, quand ils ont reconnu avoir écouté des conversations, il y avait bien un but, non, dans ce qu'ils ont fait. Oui, après le but qui a été indiqué, c'était l'amélioration du produit. Je pense que là, dans ce cas-là, on peut leur faire confiance. Après, si c'était Google ou Amazon, on aurait peut-être pu... avoir plus de doutes. Comment on se protège ? Alors, il y a les hackers aussi, il y a la question des hackers, de ceux qui peuvent pirater nos données. Oui, alors, ça, il faut se rappeler, en 2013, dans les documents publiés par Edward Snowden, la NSA avait dit dans un des documents, voilà, c'est l'âge d'or de la surveillance. Et notamment grâce au smartphone, parce que le smartphone concentre énormément de données dans un seul appareil. Donc, forcément, les hackers d'État, par exemple, vont cibler ce type d'appareil. Donc, on l'a vu récemment en Chine, où en fait, probablement des organisations gouvernementales ont ciblé la population ouïghour. Oui, c'est ça. Donc c'est très intéressant de hacker un téléphone. Ouais. Et vous l'avez tout le temps avec vous. En plus, c'est ça. C'est le mouchard parfait. C'est le mouchard parfait.
Et il y avait eu un sujet dans Tout compte fait sur France 2 sur les hackers qui avaient en fait dans la rédaction de France 2 ils avaient une boîte vocale d'Alexia. Et en fait, comme c'est sur le Wi-Fi, il suffit d'entrer dans le Wi-Fi sur lequel il est connecté, ce qu'a fait un hacker, et en 10 minutes, il entendait tout ce que disait la rédaction, car il arrivait à déclencher l'ouverture du micro à distance. C'est juste effrayant. Allez, on se retrouve dans un instant. On parle de nos portables, de l'espionnage, de toutes les formes de piratage. Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert, Média. Avec vous sur Sud Radio, nos portables nous espionnent-ils ? On en parle avec Jacques Hainaut, journaliste spécialiste de l'usage des écrans. Vous avez publié Silicon Valley, Predator Valley, comment Apple, Facebook, Google et les autres s'emparent de nos données. Et Gilbert Kallenborn, vous êtes journaliste à 01.net, spécialiste en cybersécurité. Gilles, vous lui posiez une question sur le fait, beaucoup de sites nous demandent de laisser nos cartes bleues. En gros, ça ira plus vite pour commander un billet d'avion sur Air France ou autre. Est-ce que cette donnée-là, qui fait partie de notre quotidien, on doit la laisser ou pas ? Est-ce qu'il y a un vrai risque où les sites sécurisent quand même votre numéro de carte bleue ? Alors, si on enregistré ou non, finalement, il y a toujours un risque dans un cas ou dans l'autre. Si je l'enregistre, donc ça veut dire que je fais confiance en fait au prestataire, au vendeur. Et donc, si lui se fait pirater, si les serveurs sont piratés, à ce moment-là, donc il y a le risque que les données disparaissent. Il y a eu beaucoup de fuites en fait de données personnelles avec des numéros de carte bancaire ces dernières années. Et où ils récupéraient tous les fichiers. Voilà, où ils ont récupéré les fichiers. Après, si maintenant vous mettez votre numéro de carte à chaque fois, il y a le risque de se faire pirater au moment où vous mettez votre numéro de carte. Il y a des groupes de hackers actuellement qui sont spécialisés dans ce type de piratage. C'est au moment où vous mettez le numéro, vous appuyez sur Enter et hop, vous avez votre numéro de carte qui part dans la nature. Ouais, donc, un bon moyen, c'est d'utiliser une carte avec un numéro qui change. Gilles, je ne savais pas que ça existait, une carte avec un code le code qui de change. derrière change toutes les demi-heures. Dans votre livre, vous avez eu des pressions ou pas quand vous l'avez fait, Silicon Valley, donc vous parlez de Predator, Apple, Facebook, vous avez pu enquêter Oui, il n'y a pas eu de pression au niveau de l'enquête, il y a plutôt des mesures de rétorsion après. Je ne suis pas toujours le bienvenu maintenant. Dans les conférences de presse dans et les autres, conférences de presse ou dans les... mais bon, ça c'était à prévoir. Si mais ce que vous racontez dans le livre, alors je ne l'ai pas lu, c'est comment ils s'emparent de nos données. Ils s'emparent de nos données principalement à des fins publicitaires, c'est ça ? Oui, tout à fait. Oui. Donc voilà, si vous voulez, pour revenir au smartphone et au sujet d'aujourd'hui, donc là, je pense que le plus gros risque au niveau des données, c'est quand même les réseaux sociaux. Ouais. On s'est aperçu quand même récemment que les principaux réseaux sociaux, Facebook, qui contrôlent non seulement Facebook, mais aussi Instagram, WhatsApp, Messenger, ce sont des apprentis sorciers avec tout ce qui est respect de la vie privée. Donc, on a vu qu'il y a eu quand même pas mal de scandales. Cambridge Analytica, où quelqu'un avait pu réaliser un jeu qui a permis de collecter des données sur des dizaines de millions d'utilisateurs, données qui ensuite ont été moulinées pour voir quels étaient les centres d'intérêt des gens, et que ça a permis, paraît-il, entre autres, à Donald Trump de faciliter son élection. Hein. Bon, tout ça, c'est à prendre avec des pincettes. On n'est pas au bout de l'enquête. Et donc, on est quand même se rend compte qu'il y a énormément de brèches de sécurité, de non-respect des engagements sur le respect de la vie privée de la part de ces réseaux sociaux. Ouais. Donc, quand vous voyez qu'une Facebook veut lancer une crypto-monnaie, et donc s'emparer quelque part notre portefeuille, voilà, je pense que moi, le risque est plutôt là. Donc, moi, j'utilise les réseaux sociaux pour parler de mon travail, jamais pour parler de ma vie privée, pas mettre de photos de mes enfants ou des choses comme ça. Ou alors il y a eu toute cette polémique. Alors c'est vrai qu'on sort un petit peu des smartphones, mais bien que ce soit souvent par les smartphones qu'on envoie des photos et des choses comme ça, il y a eu toute cette polémique de la propriété. On a vu fleurir ça sur les réseaux cet été avec je refuse que Instagram utilise mes photos, ce qui était assez grotesque, parce que vous avez signé un contrat qui, en gros, vous fait d'Instagram ou de Facebook propriétaire de vos données. Non. Le propriétaire, c'est bien vous, mais vous leur accordez un droit d'exploitation. Une licence universelle, sans limite. Alors, ce qui, devant les tribunaux français, ne tiendrait pas, parce qu'il faut qu'une licence soit limitée dans le temps et du point de vue géographique. Mais on a vu, moi, je pense qu'il y a beaucoup plus grave, c'est le fait que vous avez des ministres ou des chefs de gouvernement qui utilisent des messageries non sécurisées. Grand public, alors non sécurisées officiellement, elles sont sécurisées. Ça existe ou pas, les messageries sécurisées ? Oui, ça existe, oui. Alors,
Après, par exemple, en France, vous avez plusieurs niveaux en fait de sécurité. Donc, si vous êtes au plus haut niveau, le très secret défense, forcément, vous allez utiliser des outils de communication ultra sécurisés. Vous n'allez pas utiliser WhatsApp ni Telegram. Donc après, tout dépend de qu'est-ce que vous voulez communiquer, à qui. Alors, si maintenant le président de la République utilise Telegram pour communiquer, salut, ça va, ça va. C'est pas quand il n'y a pas de secret. Mais en fait, on est les premiers responsables, c'est un petit peu ce que vous dites, de notre comportement. Et c'est là-dessus qu'on doit peut-être s'interroger avant de se dire on m'espionne, c'est-à-dire de dire qu'est-ce que je mets, qu'est-ce que je fais avec mon téléphone. La sécurité et la protection des données personnelles, c'est pas un outil qui va vous donner en fait la solution. C'est avant tout vous, votre comportement, comprendre ce que vous faites. À qui vous vous adressez, qu'est-ce que vous utilisez. Mais l'inquiétude, elle venait quand même du fait d'avoir son portable. La question ce matin, c'était d'avoir son portable, son smartphone sur la table et de se dire qu'on entend nos conversations et qu'elles peuvent être utilisées à des fins. Donc ça, vous dites que c'est quand même assez limité comme risque. Techniquement, encore une fois, c'est possible. Techniquement, on peut faire énormément de choses, activer à distance votre la webcam qui est sur votre smartphone. Techniquement, tout est possible. Après, comme vous dites, les responsables de nos données, de notre vie privée, c'est nous, mais c'est aussi les entreprises qui sont en face. Les responsables sont aussi les entreprises à qui nous confions nos données. Nous sommes responsables des données que nous leur confions. Mais eux ils sont quand même responsables de leur usage et de la sécurité d'utilisation. Donc, a priori, il y a quand même un contrat de confiance quelque part. Effectivement, de temps en temps, on s'aperçoit... Est-ce qu'on peut faire confiance à ces, je vais mettre des guillemets, à ces monstres, à ces je pense que ça va devenir un enjeu. Est-ce que vous faites confiance à votre conjoint, par exemple ? Parce que votre conjoint peut très bien utiliser un logiciel espion qu'on peut acheter en ligne et l'installer pendant un moment d'inattention sur votre téléphone. Moi, j'ai une appli qui s'appelle Typecall. Et Typecall, je peux enregistrer n'importe quelle personne que j'appelle ou qui m'appelle. Et donc la personne, je ne l'ai jamais fait, Valérie. Bien sûr. On en a connu d'autres qui avaient un enregistreur dans la poche. Les applications d'enregistrement, certains envoient en fait l'enregistrement dans le cloud. C'est pas trop. Il a enregistré quelqu'un sans son consentement, c'est illégal en France. Alors pourquoi l'application est accessible par iPhone et Apple Sur Apple, elle vient d'où Sur les téléphones, il y a des possibilités. Mais vous êtes averti que l'application envoie l'enregistrement. Normalement, il y a marqué quelque part dans un téléchargé. Vous avez accepté des conditions d'utilisation. Donc, dans ces conditions d'utilisation, il doit être précisé qu'en France, on ne peut pas enregistrer. Et éteindre son portable, ça sert à quelque chose ou pas ? Retirer la batterie comme. Alors, sur un iPhone, ça va être compliqué de retirer la batterie. Oui, c'est compliqué, on ne peut plus retirer la batterie. Mais l'éteindre, ça le rend s'il est éteint, il ne fonctionne plus, donc il n'y a plus d'enregistrement. En théorie. Mais c'est ça qui me dit, a priori, en théorie. Il est possible d'imaginer une application qui va réveiller votre smartphone, même s'il est éteint, et vous écoutez. C'est possible, techniquement. Parce que ça arrive de temps en temps que se déclenche tout seul. Il ne faut pas être complètement parano. L'individu lambda, il ne va pas être espionné. Par contre, si effectivement vous êtes président de la République et vous avez dit à tout le monde que vous utilisez Telegram, peut-être que quelqu'un va essayer d'imaginer une application qui va s'installer via Telegram. Je ne sais pas si c'est possible techniquement, mais peut-être, a priori, et qui va se réveiller la nuit pour espionner le président. Moi, je ne dirais pas... Tout dépend qui vous êtes. Si vous êtes Edward Snowden coursé par la NSA, vous avez intérêt à prendre les mêmes... Il y a Marie-Hélène qui nous dit bientôt la 5G et tous ses effets secondaires. Ça va changer quelque chose, la 5G ? Il y a des conséquences sur la sécurité ? Sur la sécurité... Gilbert Kallenborn ? Oui, alors il y a des conséquences, on en parle beaucoup en fait, et notamment avec Huawei, parce qu'avec la 5G, c'est l'architecture en fait des réseaux télécoms qui change, et donc par exemple des communications qui ne vont plus passer par forcément le cœur de réseau, mais qui vont rester de manière locale. Et donc, comme Huawei est un fournisseur d'antennes relais, on imagine que Huawei va pouvoir peut-être éventuellement espionner davantage pour le... D'où la réaction des États-Unis de refuser, de Google, de refuser de donner... Derrière, il y a aussi quand même des enjeux économiques. Oui, des enjeux économiques, absolument. Huawei, pour l'instant, est le plus en avance pour vendre des antennes. C'est un écran de fumée pour vendre plus d'équipements. Voilà. Merci à tous les deux. Jacques Hainaut, je rappelle votre livre Silicon Valley, Predator Valley, comment Apple, Facebook, Google et les autres s'emparent de nos données, et puis 01.net.com, avec d'excellents tests à chaque fois, et puis des papiers très complets sur tout ce qui est nouvelle technologie. Merci à vous, merci d'avoir été avec nous. On se retrouve dans un instant pour commenter l'actualité sur Sud Radio. À tout de suite.